J'ai dû ramener le savoir-faire français ici à Dubaï pour former mes équipes pour arriver à un niveau de qualité supérieur. Comment tu fais pour élaborer ça? D'où tu pars? Comment t'en es arrivé là? Ça s'est fait naturellement. C'est vraiment comme voilà, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Voilà, c'est comme le commercial. C'est soit il a la fibre commerciale, il la prend pas. Il est vendu autour de 30 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est des projets vraiment dans lesquels je m'amuse. Mais je néglige jamais les autres projets qui sont très importants pour moi. Dans cet épisode, nous verrons les tendances actuelles en design et immobilier à Dubaï, où Mounia partagera ses connaissances et expériences. Ensemble, nous allons explorer les secrets du design et de l'immobilier de luxe à Dubaï, révélant des perspectives uniques et des astuces d'experts. Découvrez l'univers des entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l'immobilier de Dubaï à travers ce podcast. Rejoignez-nous pour des interviews percutantes avec des invités de premier plan qui partagent leurs secrets, leur expérience et leur vision pour réussir dans cette ville audacieuse et en constante évolution. Préparez-vous à être inspiré et motivé par les opportunités infinies que Dubaï offre aux esprits créatifs et ambitieux. Je suis Mounir Ejdal, welcome to Insider. Mounia, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Mounir? Donc Mounia, architecte d'intérieur à Dubaï. C'est ça. Depuis quelques années maintenant, tu as sorti beaucoup de projets. Oui. Et du coup, on se connaît également personnellement. On a délivré beaucoup d'appartements de mes investisseurs, des miens aussi, et tout ça, on va en parler aujourd'hui. Donc la première question, Mounia, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, tes motivations, pourquoi Dubaï, et vraiment commencer par le début? Oui, bien sûr. Alors, donc moi, après mes études, je me suis spécialisée j'étais commerciale. J'étais commerciale dans l'automobile. J'ai travaillé 8 ans dans l'automobile. J'ai été cadre commercial chez Renault et puis ensuite BMW. Mais comme tu dois le savoir, le métier de commercial, c'est un métier où on a une partie fixe, une partie variable. Cette partie variable, c'est nous qui la créons en fonction du résultat. Et je me suis dit, tout l'investissement que je donne dans ce métier-là, pourquoi je ne le donnerais pas pour ma propre entreprise? Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec, avec l'autorité, on va dire. Et c'est toutes ces expériences, les difficultés, mon parcours semé d'embûches qui a fait que je me suis dit, mais je pense que le seul métier dans lequel je serais épanouie, c'est l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, allez, on y va, je lâche tout. J'avais un très très bon poste dans l'automobile, j'ai décidé de tout lâcher pour partir et faire créer ma propre entreprise. Voilà, donc j'ai créé ma marque de vêtements qui s'appelle Hardy, on y vient après. Hardy et ensuite tout naturellement je me suis expatriée à Dubaï pour des raisons pendant le Covid et naturellement je suis arrivée à Dubaï et j'ai ouvert ma filiale Hardy Home parce que j'étais passionnée de décoration et j'ai ouvert ma filiale ici à Dubaï. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Alors justement, donc tu parles de Dubaï. Alors qu'est-ce que pour toi, quelle est la tendance aujourd'hui de Dubaï et surtout, comment toi tu te vois apporter une pierre un petit peu à l'édifice? Comment tu te vois toi sur le marché concernant les tendances? Alors, il faut savoir qu'ici à Dubaï, les populations, l'immigration fait qu'il y a un style assez particulier. Et je me suis vite rendu compte que ce que recherchaient les gens ici surtout, ils sont beaucoup influencés par le modèle occidental. Et le modèle occidental, c'est vrai qu'on le recherche, on le voit dans toutes les populations ici, surtout au Moyen-Orient. Et je me suis dit, mais toutes ces personnes-là, elles recherchent ce style occidental qu'ils n'ont pas forcément ici. Et moi, c'est exactement cette touche-là que je suis venue apporter. Et c'est comme ça que mon portefeuille client s'est développé, parce qu'ils aiment beaucoup cette influence. Et voilà pourquoi qu'aujourd'hui, j'en suis là, quoi. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, ça on en parlera un petit peu après, c'est que tous nos investisseurs sont conquis de tes designs. Oui. On voit une vraie différence entre le avant et après. Et tu le postes beaucoup sur tes réseaux. D'ailleurs, ton Instagram, Hardy Home, donc H2ARDIE Home. Et pour nous, même sur le Airbnb, on en parlera également après. Franchement, ça a une vraie plus-value sur le taux d'occupation naturellement. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois des styles... alors, je sais pas comment le dire, mais moi, quand je suis arrivé à Dubaï, personnellement, je voyais beaucoup de styles dorés. Beaucoup de marron. Ah, c'était bien ça le problème. Voilà. Et aujourd'hui, de ce que tu nous présentes, on est totalement à côté. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une vraie recherche. Alors, comment tu fais pour élaborer ça? D'où tu pars? Comment t'en es arrivé là? C'est naturel. En fait, le métier d'architecte d'intérieur, il faut dire, c'est de l'art. Vraiment. Ça relève de l'art.
C'est l'art de concevoir, de planifier, de modéliser, d'agencer des espaces en fonction des styles, etc. Et ça s'est fait naturellement. En fait, c'est vraiment comme... voilà, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Voilà, c'est comme le commercial. C'est soit il a la fibre commerciale, il la prend pas. C'est-à-dire que ça s'apprend pas. Même si on peut avoir des formations, etc. Mais moi, j'estime que c'est des choses qu'on a qui sont innées en nous. Et puis le domaine de l'architecture d'intérieur, c'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est tout naturellement en fait que j'ai ramené mon style ici à Dubaï et que les gens l'ont tout de suite adopté parce que c'est des choses qu'ils recherchent, un style très contemporain, très moderne. Aujourd'hui, c'est ce que la population, c'est la tendance du moment. Alors qu'ici, comme tu l'as cité, je voyais des dorures partout, un style très... Enfin, voilà, pas du tout mon style. En tout cas, c'est des choses que je ferai jamais dans aucun de mes intérieurs. Tu verras des dorures ou... voilà. Donc voilà, c'est tout naturellement que ça s'est fait et que les gens sont à la recherche de ce style très contemporain, très moderne. D'accord. Mais donc, du coup, alors, parce qu'on va rester dans ton style, justement. Et je sais que sur plusieurs... chantiers qu'on a pu réaliser, on a pu discuter, ou même avec des clients qu'on a pu avoir en commun. Justement, tu as un style aujourd'hui. Ah oui, on reconnaît ma touche à chaque fois. Exactement. Apparemment, je l'ai appris. En tout cas, on reconnaît ma touche. Quels sont les codes aujourd'hui pour un architecte d'intérieur pour se différencier, pour vraiment apporter une plus-value sur le marché? C'est d'être créatif. En fait, c'est la créativité. Moi, je fais de mes appartements des appartements qui sont uniques. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à Dubaï, je suis à mon 128e projet livré. Sur les 128 projets, je peux vous affirmer qu'il n'y en a aucun qui est pareil. J'ai jamais fait 2 appartements identiques. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de faire, de mettre ma touche. Et chaque appartement a sa propre personnalité. C'est très, très important. Après, il y a des similitudes. Parce que je suis arrivée à un stade aujourd'hui où on est obligé pas de standardiser, mais presque. Donc, il va y avoir des similitudes, des choses, des matériaux qu'on va réutiliser. Mais que je vais toujours faire en sorte que le rendu ne soit pas le même. Et d'un appartement à l'autre, même avec les similitudes, vous verrez aucune... Enfin, voilà, c'est 2 appartements qui seront totalement différents. Alors, aujourd'hui, toi, tu es vraiment dans les livraisons d'appartements et tu as pu le voir avec beaucoup de clients. C'est vrai que nous, chez DRN, on travaille sur plusieurs axes, comme tu le sais. On a la partie off-plan, la partie secondaire et on a également la partie gestion locative à long terme et à court terme. Comment, toi, tu vois un petit peu, alors de ta perception, alors pas en tant qu'architecte d'intérieur, mais du coup, plus avec ce recul-là que tu peux avoir sur les livraisons, parce que du coup, tu es frontal avec le client, donc tu peux entendre combien il a acheté, combien ça vaut. Donc, quel est ton avis sur la scène immobilière de Dubaï aujourd'hui ? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, Dubaï connaît une expansion immobilière juste incroyable, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Le marché de l'immobilier explose et je ne connais pas beaucoup de pays où aujourd'hui, surtout dans le contexte dans lequel on est, où il y a des opérations, des transactions que je vois ici. Je les vois uniquement à Dubaï. Et c'est une aubaine pour moi. C'est une aubaine parce qu'on livre énormément d'appartements. Il y a des tours qui sortent de terre tous les jours, toutes les semaines, des nouveaux projets et donc forcément derrière il y a ces investisseurs qui recherchent à faire du rendement locatif, que ce soit du rendement locatif ou de la revente, des opérations achat-revente. Donc en soi, c'est naturellement que il y a un gros potentiel pour mon métier parce que j'ai des investisseurs qui arrivent de partout et qui ont besoin de sortir du lot avec leurs appartements pour les mettre soit à la revente, soit sur le marché de la location. Et on a besoin d'apporter cette vraie plus-value dans l'appartement pour le plus facilement soit le revendre, soit le louer. Bien sûr. Et toi, justement, par rapport à tous ces investisseurs-là, généralement, alors, tu travailles sur quel quartier? Quelles sont les spécificités de ces quartiers? Pourquoi parce que je sais que tu parles beaucoup avec ces investisseurs, mais peut-être que tu as le son de cloche de pourquoi ils ont choisi cet endroit-là et sur quel quartier tu travailles, tout simplement. Alors, je travaille... honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas de quartier, on va dire, propice à Dubaï. Tous les quartiers sont en pleine expansion, quel que soit le quartier dans lequel on se trouve ici à Dubaï. Donc, j'ai des projets partout. De Damac Hills, Dubai Hills, Downtown. Actuellement, j'ai énormément de projets à Downtown pour des appartements qui sont dédiés à la location. JVC, ça a commencé. C'est vrai que dans le début de mon métier, c'était JVC. Ajman, je vais même faire des projets dans les autres Émirats, Abu Dhabi, Sharjah, etc. Donc, clairement, aujourd'hui, j'ai pas de quartier. J'ai des projets partout. Voilà, j'ai des projets partout. Et
Aujourd'hui, toi, alors c'est bien parce qu'on a fait un projet ensemble et c'était notre première collaboration. Ouais. Ça a été à Dubai Hills. C'est ça. D'accord. Je me Donc souviens. j'ai acheté personnellement un appartement à Dubai Hills et j'ai fait une bonne affaire d'ailleurs. Ouais. Bien sûr parce que. Grâce à moi. Alors non, l'affaire je l'ai pas faite grâce à toi. Bon. Par contre, le design que tu m'as apporté m'a permis de bien le revendre Ouais. puisque du coup ce genre de produit on peut pas le trouver sur le marché. C'est ça. Donc, toi, quel est ton avis aujourd'hui sur le quartier de Dubai Hills? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des opérations à faire? Est-ce que... Bien sûr. Déjà, il y a énormément d'appartements sur le marché secondaire. Donc, j'ai énormément de clients qui rachètent des appartements qui sont déjà livrés. Et puis, à Dubaï, la tendance actuelle, c'est on n'achète même plus forcément sur plan. On achète aussi des appartements qui sont prêts. Donc, s'ils sont prêts, il faut les meubler rapidement. Donc, oui, Dubaï Hills, ça reste un quartier encore... avec beaucoup de très très bonnes opportunités. Et moi, j'aime beaucoup travailler dans ce quartier-là parce que c'est Emar. Emar est un promoteur sérieux avec une qualité de finition qui est plus que correcte, qui est très bien. Et c'est facile pour moi de travailler sur ces projets et d'embellir les intérieurs qui se trouvent à Dubai Hills. Donc, nous, on avait travaillé sur Collectif C'est 2.0. ça. Donc, c'était un 2 chambres qui faisait à peu près 75 mètres carrés, si C'est je ne dis ça. pas de bêtises. Ouais, Je l'avais payé, j'ai fait une super affaire, je l'avais payé après 250 000 euros. ouais. Donc, après, avec les frais, etc. Donc, on arrive sur du 270 000 euros. On peut dire hein, Ouais, bien sûr. combien... Ah oui, bien sûr. On peut dire combien j'ai payé. J'avais payé combien, tiens? Alors écoute, c'était les premiers projets, donc je pense qu'on Tu était m'as fait un autour super prix. Oui, exact. On devait être autour de entre 8 000, 7 000 et 10 000 euros, quelque Ouais, chose comme ça. Je crois que c'était du 8 000 euros à peu Ouais, près, c'est ça. exactement. Donc, Ouais. donc j'achète à peu près avec tous les frais 270 000, plus 8 000 euros, donc je suis à 278 000 euros. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, je l'achète, c'était en 2021. Ouais, c'est vieux. 5 mois après, Ouais, c'est ça- ça, même pas, je crois. 4 Ouais. mois et demi, 4 c'est mois. ça. C'est En ça. 4 mois exactement, Ouais. je le revends. Donc, je passe de 278 000 euros, je le revends 350 000 euros. Et clairement, je t'explique, je me rappelle, c'est des Russes qui l'ont acheté. La dame, quand elle est arrivée avec son mari, elle a eu un coup de cœur. Elle avait visité déjà tous les 2 bedrooms de la même série, de la même tour. Et bon, t'en as qui étaient non meublés, t'en as qui étaient... Et d'ailleurs, les non meublés Ouais. se vendaient 50 000 euros en dessous. Et malgré ça, tu l'as vendu grâce aussi en Exactement. partie au design. Exactement. Et franchement, j'ai fait une super belle affaire. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, en tout cas sur la plus-value. Alors, Oui. parce qu'il y a 2 choses. Tu sais, aujourd'hui, on dit beaucoup qu'on achète sur plan et ensuite on va revendre pendant la construction. Je pense que c'est un bon axe pour gagner de l'argent, en Oui. tout cas pour faire des belles plus-values. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui prennent de la valeur pendant la construction. Mais il y a aussi justement ça, le fait d'acheter, de juste meubler. C'est ça. Parce qu'on a fait notre affaire ensemble aussi. Ouais, c'est clair. À Downtown où Ouais. j'ai acheté, j'ai meublé et j'ai revendu juste On a derrière. enchaîné, on a tout. On les a tous vraiment enchaînés. enchaîné. Et voilà, donc juste pour rester sur ce quartier Dubai, Mhm. alors si on reprend, donc c'était tes débuts. Oui, c'est ça. Bon, Ouais. enfin non, c'était un petit Ça peu. faisait, oui, à peu près 6-8 mois qu'on avait voilà. commencé l'activité. Et donc du coup, alors, quel a été justement, parce que moi ça a été important, parce que j'ai fait comme une belle plus-value, mais quel a été pour toi? C'est-à-dire que quand tu es arrivé, tu es rentré dans l'appartement, tu sais, les gens, ils aiment bien avoir du concret. Ouais. Donc, en fait, voilà, on est en immersion avec Mounia, elle rentre dans l'appartement. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Quand le client rentre dans la... Non, quand toi, tu rentres dans l'appartement, il est vide. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là, tu vois? Ah, mais moi, j'ai les photos de 3D qui apparaissent dans ma tête. Enfin, voilà, je suis très créative. Donc, tout de suite, j'imagine les espaces. Voilà, là, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Enfin, voilà, moi, je suis tout de suite... je m'imprègne de l'espace. Donc, et c'est une passion pour moi. Donc, ouais, non, c'est clair que quand j'ai vu... Et puis, surtout que la particularité de Collective, c'est des appartements qui sont très modernes. Donc, c'était encore plus facile pour moi de le designer. Parce que c'est vraiment dans notre esprit. Il y avait tu te rappelles, il y avait les espèces il y avait les verrières portes coulissantes qui séparaient la chambre des guests au salon. Donc, ouais, moi, j'ai aimé travailler dans ce projet, pour ce projet-là. Alors justement, en termes de matériaux, qu'est-ce que tu utilises? Comment ça se passe? C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, les Français sont très, tatillons sur les matériaux. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas utiliser, Bien sûr. etc. Alors, qu'est-ce que tu utilises? Alors, j'utilise alors, encore une fois, si j'arrive à faire 128 fois pas les mêmes designs, c'est que j'utilise des matériaux qui sont tous un peu différents. Donc, j'utilise de tous les matériaux. Je peux faire des moulures, comme je peux mettre des panneaux en PVC, des panneaux en fibre, du marbre, du quartz, de l'onyx. Enfin, voilà, j'utilise tout type de matériaux en fonction des critères de chacun de mes clients.
tout simplement. Donc, c'est-à-dire que si moi, j'arrive et je te dis, bon, bah voilà, alors, les critères, c'est souvent le budget. Hein. Ouais, on est d'accord. On va parler en français. On est d'accord. Voilà, le mec, il arrive avec une chambre, je sais pas moi, qu'il a payé 200 000 euros. Ouais. On est d'accord qu'il va pas faire un design à 100 000 euros, quoi. Bien sûr. Donc, il va pas te dire, je veux de l'onyx, je veux du quartz, bien je sûr, veux... Alors, il faut savoir que moi, je m'adapte vraiment à tous les budgets. C'était on va dire, mon cheval de course. Quand je me suis lancée dans ce projet-là, je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas faire je m'adapte à tous les budgets. Que ce soit le client qui a acheté son studio et qui a un tout petit budget pour faire le design, je vais pouvoir lui proposer quelque chose jusqu'au mansion que j'ai pu faire, où là, on avait des budgets plus importants. Donc déjà, forcément, le matériel que je vais utiliser, comme tu le disais très bien, il va dépendre du budget du projet, tout simplement. Alors là, tu as parlé d'une mansion. Donc, une mansion, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grosse villa. C'est comme une espèce de palace, en fait, qui généralement dépasse les 1500-2000 mètres carrés. C'est ça. Quel est le projet le plus cher que tu as fait? La villa qui coûtait le plus cher ou le penthouse, je ne sais pas. Alors, j'en ai fait plusieurs. C'est vrai qu'après, il y a des prix. Par exemple, j'ai fait une mansion à Dubai Hills, on en parlait, qui coûte aujourd'hui sur le marché autour de 80 millions de dirhams. Donc, ça fait 20 millions d'euros à peu 20 près. millions d'euros. Ouais. Là, je suis sur le point de faire un appartement. Donc, c'est un appartement de haut standing à La Palme, dans le projet de l'Atlantis Royal, où c'est une townhouse avec piscine privée en bas. Et l'appartement, il doit faire à peu près 2000 mètres carrés, à peu près. Et il est vendu autour de 30 millions d'euros. Donc, donc voilà, ça, c'est des projets vraiment dans lesquels je m'amuse. Mais je néglige jamais les autres projets qui sont très importants pour moi, de tous les jours, comme on en parlait juste avant, des petits one-bed, de petits investisseurs qui recherchent de la gestion locative. Voilà, je néglige vraiment aucun client. Et c'est pour ça que c'est la force de ce métier-là, c'est de pouvoir s'adapter à tous les types tout type de clients. Alors, tu sais, on entend beaucoup qu'à Dubaï, la qualité de finition est médiocre. C'est vrai. Alors, j'aimerais bien avoir ton avoir ton retour là-dessus. Alors, je suis complètement d'accord. On n'est pas du tout sur le même niveau niveau d'exigence déjà qu'on ne trouverait en Europe. Ouais. Les équipes, il est difficile ici de trouver des personnes qui sont compétentes. Voilà. Que ce soit dans tous les métiers. Et le plus difficile dans mon métier, c'est que je ne sous-traite avec aucune des compagnies. J'ai mes propres plombiers, mes propres électriciens, mes propres plaquistes. Voilà, je ne sous-traite pas avec d'autres compagnies. Ce qui veut dire que ces équipes-là, il faut les former, parce que j'ai fait de ma priorité de la qualité des finitions, qui est, comme tu le disais, qui laisse à désirer. Quand je vois certains buildings, comment ils sont livrés, c'est vrai que quelquefois, on se pose la question. Mais c'est pas qu'ils veulent pas faire, c'est qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Donc, j'ai dû ramener le savoir-faire français ici à Dubaï pour former mes équipes, pour arriver à un niveau de qualité supérieur. Voilà. Et ça a été, on va dire, la partie la plus difficile de mon métier. Ok, mais en fait... Tu sais, quand je te parle de finition, c'est-à-dire que il y a ton niveau de finition à toi. Oui. Moi, je te parle de la qualité des finitions des promoteurs. Parce que toi, quand tu arrives dans un appartement, il est vide. Oui, bien sûr. D'accord, donc c'est-à-dire que la personne a déjà fait le snagging. Bon, le snagging, c'est l'état des lieux du propriétaire. Donc, il vient checker, il vient vérifier son appartement. Comment toi, quand tu récupères des clés d'appartement qui sont vides, tu estimes, toi, aujourd'hui, la qualité de finition des promoteurs, sans les citer forcément, mais en tout cas, ou d'ailleurs si, on peut les citer, clairement, de toute façon. Mais comment toi, tu vois les choses, en tout cas, sur leur qualité et leur finition? Je me dis qu'il y a vraiment de tout. Ouais. On a je te donne un exemple. Là, j'ai livré un appartement il y a un jour ou deux qui se trouve à HGVC. Qui est le promoteur Iman, et j'ai été, alors je crois que c'est un des promoteurs qui m'a le plus bluffé en termes de qualité et en termes de niveau de finition, même au-dessus de Sobha, qui est connu pour le niveau de finition. Et autant j'ai pu voir des appartements et récupérer des appartements et travailler dans des projets où là, c'était limite une catastrophe. Et j'ai dû, moi, reprendre des travaux de finition parce que le promoteur n'était même pas capable de les améliorer. Ça veut dire que même quand ils arrivaient, ils essayaient de les améliorer, c'était une catastrophe. Ça restait une catastrophe. Donc, il y a vraiment de tout.
Et c'est pour ça que limite, je pourrais être... les clients et les investisseurs aiment bien me poser la question. Alors certes, c'est pas mon métier, mais ils aiment bien savoir quel est le type de promoteur sur lesquels il faudrait investir. Voilà. Et moi, j'ai cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, je sais exactement quel promoteur livre des appartements qui sont d'une très bonne qualité, comme d'autres où ça laisse à désirer. Est-ce que tu sais que quand toi, tu récupères un appartement vide, oui. Il y a déjà eu 3 étapes. Il y a eu la première, c'est ça, où le contracteur, donc le constructeur, a vérifié, donc c'est-à-dire qu'il y a son ingénieur qui est venu vérifier les travaux et qu'il a dit OK. C'est ça. Tu as donc la remise des travaux du contracteur au développeur qui lui est venu, donc son ingénieur qui a dit OK à l'autre ingénieur qui avait déjà dit OK. Et ensuite, tu as le client qui lui arrive voir son appartement et qui lui aussi dit OK. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu 3 OK et que toi, tu arrives et tu me dis que on arrive sur une qualité médiocre. Excuse-moi de te couper, mais tu sais, je vais te dire un truc et les gens ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, quand un client fait son snagging, le snagging, c'est son état des lieux, il est dans son droit de dire clairement oui, je récupère l'appartement dans l'état ou non, vous pouvez faire ci, ça, ça. Il est dans son droit de pouvoir encore tout refaire. Mais ça, les gens ne le savent pas. Les gens le négligent. Les gens se disent, non, c'est un état des lieux, c'est bon, je laisse faire. Alors, c'est vrai que des fois, tu sais, moi, j'ai eu un exemple, par exemple, à District One. Ouais. La personne avait acheté une villa à 2,5 millions d'euros qui en coûtait 5 à la remise des clés. Donc, elle a fait 1 x 2. Alors là, mon conseil a été de lui dire, écoute, on va pas perdre 3 mois parce qu'ils vont mettre au moins 3 mois à tout changer. Bien sûr. On a déjà fait une super belle plus-value. On met un peu d'argent, on retape tout. Ça va prendre trop de temps. Et au moins, nous, voilà, on a un niveau d'exigence, et tu en as parlé, qui est un peu plus high level. Et donc, du coup, on se dit, voilà, on va faire ça. Mais moi, je suis d'accord. Tu vois, tu as parlé d'Iman Developer. Alors, je ne pourrais pas te dire son antériorité. Je ne sais pas quand ils ont commencé ou quoi que ce soit. Oui, en général, ils ont besoin de faire leurs preuves. Donc, c'est vrai que les premiers projets qu'ils livrent, ils sont... voilà. Mais des fois, on peut être surpris par même des nouveaux développeurs qui arrivent. Exactement. Parce que, tu sais, on a cette inquiétude-là aussi, des fois, des clients qui se disent, ouais, mais il est nouveau dans le game. Il est nouveau, non, moi je vais pas. Moi je vais avec Emar, moi je vais avec Damac. Au contraire, il vaut mieux. Emar a fait ses preuves, Damac a fait ses preuves. Au contraire, les petits développeurs, justement, ils ont besoin de faire leur place. Donc comment ils vont faire leur place ? Par leur qualité de travail et leur qualité de finition. Donc au contraire, il ne faut pas négliger ces promoteurs-là. Et c'est en plus avec ceux-là où on fait de très bonnes plus-values. Donc voilà, il ne faut absolument pas les négliger. Et pour le coup, les plus petits développeurs ont été ceux qui m'ont le plus surpris. Voilà. Écoute, c'est très bien. Et de toute façon, mais ça a son sens. Hein. Quand tu arrives dans un nouveau marché, alors en tout cas, si tu arrives pour pérenniser un business, tu te dis quoi ? Tu te dis, je vais montrer aux autres que je peux faire mieux que les autres. En fait, c'est ça. Exactement. Alors toi, justement, je pense que c'est bien aussi des fois de citer des noms, puisque tout n'est pas tout beau, tout rose. Et ça, il faut se le dire. Hein, on ne peut pas dire Dubaï, c'est à 100% trop bien, c'est trop beau. On est d'accord, il faut être transparent. Moi, je vais te dire, en tout cas, à mon niveau, et tu me diras, toi, de ta propre expérience, j'ai eu des livraisons sur Emar qui ont été très bien. J'ai eu des livraisons sur Emar qui ont été catastrophiques. Ouais. D'accord. Toi, est-ce que tu as des anecdotes comme ça à nous dire concernant certains développeurs ? Bien sûr. Alors, moi, j'ai toujours eu l'image de Miraz, par exemple, qui est un très bon promoteur, qui a fait des très gros projets ici, Blue Water, City Walk. Et clairement, j'ai eu plusieurs projets à la mer, au port de la mer, et honnêtement, j'ai été définitivement déçue du promoteur par la qualité des finitions. Alors certes, ils ont réagi très vite au niveau du snagging, mais j'ai dû faire au moins... Alors, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai certains de mes clients qui me demandent de faire le snagging, vu que c'est un peu mon métier. Oui. Il y a des choses qu'ils ne verront pas. Et c'est vrai que moi, c'est important, et j'aime bien suivre mes clients du début à la fin. Et j'ai vraiment été déçue du promoteur Miraz. Alors, je ne sais pas si c'est un projet qu'ils ont négligé là-bas, mais en tout cas, j'ai été vraiment déçue. Après, ils ont su réagir rapidement au niveau ils ont refait les éléments, mais il y a des choses que j'ai dû refaire moi-même et sur lesquelles on s'était mis d'accord avec les clients. Et tu vois, au même titre que moi, j'ai été déçu sur certains appartements de chez Emar. Tu as été déçu chez Miraz, et j'ai vu, parce que de toute façon, on parle du même appartement, en tout cas des mêmes appartements. Alors, moi, j'ai un truc à dire déjà très simple, c'est que à Dubaï, tous les promoteurs ont un talon d'Achille. D'accord ? C'est ça. Il n'y a pas un promoteur aujourd'hui qui a fait 100% de bien, 100%. Il faut juste qu'on rappelle une chose, c'est que aujourd'hui, ce qu'on livre sur des bâtiments de 40 étages en 2 ans, 3 ans, dans le monde entier, pour moi, en tout cas à mon niveau, peut-être qu'on pourra me prouver ou me démontrer autre chose, mais pour moi, c'est un record. C'est-à-dire qu'on dit oui, non, mais il va y avoir du retard. Alors, s'il y a du retard
de 6 mois, 1 an sur une tour de 70 étages. Donc, au lieu de te la livrer dans 3 ans, on te la livre dans 4 ans. C'est exceptionnel. Bien sûr. Non, mais c'est exceptionnel. Complètement. Et tu as parlé de Shoba tout à l'heure, mais Shoba, on livrait Waves qui fait plus de 40 étages en 2 ans. Ouais. Et quand tu rentres, alors franchement, tu n'as rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu n'as rien à dire. Strictement rien à dire. C'est pas peut-être l'ultra luxe qu'on veut, mais en tout cas, tu n'as pas les défauts qu'on trouve. Bien sûr, les lobbies sont incroyables. Moi, encore une fois, j'ai été très, très étonnée du niveau de finition et de la qualité de finition qu'il y a dans les appartements, et quels que soient les projets. J'ai fait une 30aine d'appartements dans ce quartier, et il n'y a pas un appartement dans lequel j'ai trouvé un défaut. Donc là, pour le coup, voilà. Donc il y a un petit peu... C'est une minorité, on va dire, où on a des problèmes de finition. Si tu veux une anecdote assez marrante sur ça, c'était dans mes premiers projets, et c'était à Panthéon, Élysée 1. Ouais. Ça va beaucoup mieux. Hein. J'en ai fait à Panthéon et Élysée 2. Le niveau de finition, on n'a strictement rien à voir. C'est beaucoup mieux. Alors, je me dis que là, il y a les livraisons de Panthéon et Élysée 3 qui arrivent, dans lesquelles j'ai déjà des projets. Donc, je suppose que voilà, ils ont encore amélioré le niveau de finition. Mais par exemple, celui-ci, donc j'ai fait un appartement 3 beds là-bas. Et en fait, le premier jour de visite, donc pour la prise, les plans, etc., je vais dans la toilette de guest. Et en fait, la porte, on ne pouvait pas la fermer parce que quand on la fermait, ça fermait sur le lavabo. Ah, tu m'as montré la photo. Sur l'évier. Ah ouais, donc, c'est quand même incroyable. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est pour ça que je dis c'est un problème de compétence. C'est que comment un ingénieur, à un moment donné, il est arrivé dans l'appart, il a vu que ça fermait pas, il a dit je laisse comme ça. Donc, c'est ça le plus drôle. Donc, voilà, ça, c'était une anecdote qui était... Voilà, mais c'est des choses... Voilà, ça m'est arrivé une fois. Donc, c'est vrai qu'il y a des... Mais à côté de ça, il y a beaucoup de très, très beaux projets dans lesquels j'ai jamais eu aucun souci. Donc voilà. Bah, c'est bien parce que toi, tu es au contact des appartements livrés. C'est ça, j'ai tous fait les promoteurs. On est dans le concret. C'est vrai qu'on est vraiment... L'off-plan, c'est un type d'investissement parce que les gens ne comprennent pas trop en fait, qu'il y a plusieurs possibilités de gagner de l'argent, en tout cas à Dubaï. Alors moi, ce que je dis souvent quand je parle avec des investisseurs, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'acheter. Enfin, il y en a 3. Tu as la première, tu achètes sur plan. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que tu pars depuis le début en mettant 20% plus les frais de notaire, donc qui sont 4%. Et donc, moins de trésorerie. Et là, tu attends ton projet prendre la valeur. Après, pour avoir un meilleur prix au mètre carré, aujourd'hui, en tout cas en 2023, il faut sortir plus de trésorerie, racheter un plan de paiement. Donc là, on va acheter un bien qui est toujours sur plan, mais dans le marché secondaire. Mm-hmm. Et tu as la troisième possibilité qui va être quelque chose de livré. Et donc là, il va falloir faire ou de la rénovation ou du design. Voilà. Mais surtout, il va falloir, le plus important, être bien accompagné. Et tu vois, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point l'accompagnement de la personne que tu as au bout du fil est importante. Et tu sais, et j'en parle beaucoup dans mes réseaux, puisque je suis très suivi sur Snap. Et j'entends beaucoup de gens, parce que la dernière fois, j'ai eu un cas avec un gars qui a fait une procuration. Alors, qui n'a même pas fait de procuration, mais alors, il m'a demandé de vendre son bien, mais moi, son bien, je le mets en vente. Je trouve un acheteur, l'acheteur m'envoie la compte. Je vais parce que le promoteur c'était Damac, je vais chez Damac pour faire la procédure de NOC. Le NOC, c'est comme un certificat d'engagement pour t'autoriser à faire la revente, c'est-à-dire que tout est bien payé, etc. Je vais là-bas, on me dit non, l'appartement, donc on est en novembre, il me dit l'appartement a été vendu en juin 2023 par telle personne qui est la procuration de cette personne-là. Donc, encore une fois, il faut faire attention. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et plus important, quand vous parlez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sortent. Et encore une fois, j'ai fait partie de ces nouveaux agents immobiliers. Oui, aujourd'hui, je ne suis plus nouveau agent immobilier. Mais par contre, aujourd'hui, ce que j'ai créé, ce que j'essaie de créer en tout cas, c'est une entreprise solide avec pignon sur rue. C'est des bureaux de 200 mètres carrés avec un staff qui gère l'administratif, le suivi, l'achat, la revente, la gestion locative à long terme et à court terme. Et puis, vous avez la maîtrise du métier. Mais c'est bien, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est important. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses ici à Dubaï. Moi, surtout aussi dans l'immobilier, mais aussi dans mon métier, où j'ai dû, par exemple, reprendre des appartements qui ont été designés et c'était une catastrophe. Donc, le client m'a demandé de rattraper le design. Mais quand je vois ça, je me dis, mais ce cabinet d'architectes, est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils ont la maîtrise du métier? Est-ce que c'est des vrais architectes? Et quelquefois, je me pose la question, vraiment. Et c'est comme dans le métier de l'immobilier, où je vois des agents immobiliers, où j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas leur métier. Donc, c'est important, en fait, d'avoir affaire à des professionnels du métier. Ça, c'est très important. Et ça valorise notre métier, que ce soit pour toi, par exemple, et tes agents, ou moi, dans mon métier, en tant que... Voilà, c'est des longues années d'études, c'est un travail,
il faut valoriser nos métiers. Et c'est pas, on peut pas débarquer du jour au lendemain et s'improviser architecte d'intérieur ou agent immobilier. Alors, donc ça, c'est important. On peut, mais il faut apprendre. Il faut apprendre, voilà. Mais il faut du temps. On peut pas apprendre et se former sur... on a besoin de temps. Se former sur les clients. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les clients ont besoin de cette confiance. Moi, j'instaure vraiment un climat de confiance avec mes clients. Sinon, je ne fais pas. C'est un métier que je fais par passion. Si je n'ai pas cette confiance, cette relation de confiance avec mon client, je n'accepte pas les projets. Je refuse le projet. J'ai besoin d'avoir cette relation de client, de confiance. Et d'ailleurs, la plupart du temps, dans 80% des cas, 80% de mes projets, ce sont des clients qui me remettent les clés et qui me disent « Mounia, fais-nous ce que tu veux. On te fait confiance. » Et ça, pour moi, c'est valorisant pour mon métier. Et mon seul but, c'est que le jour de la livraison, le client rentre dans son appartement ou de sa maison. Voilà, et il me dise « Ah, waouh, c'est vraiment au-delà de mes attentes. » Ça, c'est ma satisfaction. Et c'est vraiment le seul but et la seule raison pour laquelle je fais ce métier. Tu sais, moi, j'ai un gars là qui m'appelle et qui me dit « Mounir, tu peux me revendre mon appartement. » Ouais. Un appartement que tu as designé d'ailleurs. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux me le revendre? Parce que bon, je voulais mettre en location. Donc de base, on devait récupérer la location Airbnb. Je lui dis « Ok, super. » C'est en anglais. Ouais. Donc tu vois de qui je parle. Exact. Et je lui dis ok, bah super. Bon, du coup, est-ce que tu veux que je le liste? Il me dit ouais, mais je l'ai déjà listé avec une anglaise. Je lui dis bah regarde, c'est très simple. Quel prix est à estimer ton bien? Il me dit 3 millions de dirhams. D'accord. Okay. Donc au passage, c'est un bien qu'il a acheté 1,9 qui a fait de la valeur, c'est vrai. Okay. Mais dans l'estimation, dans la réelle estimation, son bien coûte aujourd'hui entre 2,4 et 2,6. Okay. D'accord. Donc ça fait entre 600 et 650 000 euros. Mais elle lui a fait une estimation à 750 000 euros. Je lui dis ok. Il me dit bah, est-ce que tu peux me le lister? Je lui dis alors déjà très simplement. Aujourd'hui, si tu as listé avec elle, c'est pour la simple et bonne raison qu'elle t'a vendu du rêve. Parce que le même appartement, toi tu as une vue à l'arrière donc sur Zabil. Oui. Là, c'est un projet qui s'appelle Downtown Views 2. Oui. Le même appartement. Vue en face, vue Bourges, je l'ai à 3,1. Donc, pour 30 000 euros de plus et un plan de paiement, qui s'étale après la remise des clés. Donc, la remise des clés a déjà été faite. Oui. Donc, en fait, j'ai un appartement moins cher que lui, mais avec une vue Bourges Khalifa. Et donc, du coup, je lui explique. Et surtout, oublie la partie financière où, en fait, elle a juste voulu t'attirer et lister ton bien. Et de toute façon, tu verras qu'elle va recevoir des offres à 2,4, 2,5. Quand tu vas comprendre la réalité du marché, tu verras que tu vas être déçu de cette personne et surtout, tu auras perdu du temps. Et la chose la plus importante, tu sais, quand on liste un appartement qui est vide, on ne sait pas c'est quel appartement. Bien sûr, on n'évalue pas les espaces, surtout. Exactement. Mais quand on liste un appartement qui est meublé, donc en plus un appartement qui est meublé par Mounia, si il est déjà listé avec telle agence, que moi je le reprends en listing, l'acheteur, quand il regarde les annonces, il voit 2 fois la même annonce. Aucune crédibilité. Il se dit tout simplement que le mec, il est en galère, il veut vendre. C'est ça. Voilà. Et donc, je lui ai dit, tu sais quoi, pour ton bien, bien sûr, je ne le listerai pas. Parce que mon but, c'est pas juste gagner de l'argent. Je t'ai dit depuis le début. Mon but, la preuve, je t'ai présenté Mounia. Je t'ai présenté Mounia pour faire un design, parce qu'on partait sur du holiday home, donc de la location à court terme. Exactement. Là, tu me parles de revente. Je ne sais pas pour quelle raison tu es parti déjà voir quelqu'un. Je continue, moi, sur ma trajectoire, qui est d'être honnête et loyal vis-à-vis de toi. Et exactement, transparent. Mais si je le liste, c'est pas bon pour toi, tout simplement. Ouais, sûr, donc peut-être que tu auras quelqu'un qui aura un coup de cœur, peut-être que tu as quelqu'un qui va l'acheter plus cher que le prix du marché. C'est possible, je dis pas que c'est pas possible, mais déjà, l'estimation qui t'a été faite par cette professionnelle n'est pas bonne. Exactement. Et tu as listé avec elle puisqu'elle t'a attiré en t'annonçant un prix trop cher. Oui, parce qu'elle voulait juste récupérer le mandat. Elle, son but, c'était pas de... Donc oui, ça arrive très souvent, ce genre de situation. Exactement. Alors là, j'ai envie qu'on parle d'un autre sujet, Mounia. Donc, tu as beaucoup parlé de ton équipe. Tu dis que tu ne sous-traites pas. Tu sais, on a cette image... Alors, certaines personnes ont une image de Dubaï de personnes qui sont maltraitées, tu sais, d'employés qui sont maltraités, qui travaillent 7 sur 7, 20 heures sur 24, etc. Alors, toi, comment tu gères ton équipe? Comment est composée ton équipe? Quelles sont les nationalités de tes équipes? En fait, je veux vraiment qu'on parle des choses concrètes. Comment ça fonctionne pour... Toi, tu es entrepreneur, donc tu es né en France, mais aujourd'hui, tu arrives à Dubaï avec des équipes. Comment ça se passe? Quelle est la réalité? Alors, moi, il faut savoir que... Voilà, mais il n'y a pas de turnover. Ça veut dire qu'on est une trentaine aujourd'hui. Ouais. J'ai une trentaine d'employés dans ma compagnie, les ouvriers compris. J'ai aucun de mes ouvriers qui n'est pas là depuis le début et qui a décidé de quitter les... Parce que les conditions de travail, leurs conditions de travail, pour moi, c'est ma priorité. Parce que j'estime que
s'ils ont de bonnes conditions de vie, de bonnes conditions de travail, ils vont rester. Ils seront épanouis dans leur travail, surtout pour des personnes qui, pour la plupart, sont des immigrés, soit pakistanais, indiens. Alors, pour ma part, c'est beaucoup des Pakistanais ou des Bangladais. Et qu'ils ont besoin de subvenir aux besoins de leur famille. Ils nourrissent toute une famille. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'était très, très important. De pas avoir de turnover et que mes équipes se sentent bien. Donc, je fais en sorte qu'ils se sentent bien dans la compagnie. Ils ont des avantages. Les repas sont, je leur paye les repas. Ils ont un très bon salaire au-dessus du niveau de salaire qu'on peut trouver ici pour des ouvriers. Ils peuvent partir dans leur pays 2, voire même 3 fois par an s'ils ont des urgences, plus leur congé payé. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans toutes les compagnies. Et on néglige souvent les ouvriers. Mais il n'y a pas de c'est important. Je pense que mes ouvriers sont, pour moi, les éléments les plus importants de la compagnie. Bien plus que parce que c'est ceux qui mènent à bien mes projets. Et c'est grâce à eux que j'arrive à livrer un appartement quasiment tous les jours. Voilà. Donc c'est très, très important pour moi qu'ils se sentent bien. D'autant plus que j'ai cette compassion et que je sais dans quelles conditions ils sont arrivés à Dubaï. Et j'ai le sentiment de pouvoir et de devoir les aider. Donc voilà, en tout cas, moi, pour me concernant, c'est très important pour moi. Et c'est vrai que c'est un fléau. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler à Dubaï des conditions de travail. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier, alors je suis d'accord, et je pense qu'il y a une minorité de la population où ça doit être le cas, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils l'ont choisi. On entend parler d'esclavagisme moderne. Je ne suis pas totalement d'accord dans la mesure où ces personnes-là, elles ont quand même des avantages. Si on cherche bien et qu'on regarde, ils ont des avantages. Et c'est eux qui ont choisi de venir. Et certainement que s'ils étaient restés dans leur pays d'origine, certainement qu'ils vivraient dans des conditions beaucoup plus précoces. Voilà, ils vivent ils sont une situation de précarité là-bas. Donc, ils sont contents. Et si on parle à ces gens-là, la plupart du temps, ils sont contents. Moi, en tout cas, pour ma part, voilà, je les mets dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils restent dans ma compagnie et qu'ils grandissent avec la compagnie. Alors, c'est vrai, parce que justement, là, on est dans les bureaux de DRN. C'est les mêmes équipes qui m'ont fait mes bureaux il y a quasiment 1 an aujourd'hui que les mêmes équipes qui m'ont fait mon dernier appartement, là, en date, qu'on a fait ensemble. Qui a été livré il y a quelques jours, quelques semaines. Exactement. Et franchement, ayant parlé avec eux, parce que du coup, je suis resté chez moi tous les jours pour voir, parce que moi, je suis un passionné de ça. Bon, tu me l'as interdit, mais je l'ai quand même fait. Et j'avais besoin justement de voir aussi, tu sais, moi j'aime beaucoup la rénovation, etc. Alors, un autre sujet. Oui. Quels sont pour toi les plus gros challenges à Dubaï ? J'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Il faut savoir que moi, déjà, alors, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est dans ma personnalité, j'ai besoin de m'auto-challenger. Je ne sais pas pourquoi. C'est moi qui me fixe des objectifs. Je considère que l'échec, pour moi, c'est impossible. Je n'accepte pas l'échec. Quelles que soient les actions que j'entreprends, il faut que je les mène à bien. Donc je m'auto-challenge, je ne sais pas pourquoi, que je me mets autant de pression au quotidien, mais je m'auto-challenge et je te donne un exemple, une anecdote. C'était un client, peut-être que tu connais, qui est sur les réseaux sociaux, qui s'appelle ZKR, qui a été livré de sa villa à Dubai Hills, encore une fois Dubai Hills, et c'était une catastrophe. Donc il a fait appel à un designer, alors je ne sais pas si c'est vraiment un designer, j'en sais rien, mais en tout cas c'était une catastrophe. On lui a mis un effet marbre sur le mur doré, comme tu en parlais tout à l'heure. Il a dit, vous arrêtez tout. Et on lui a parlé de moi, donc il a naturellement cherché une architecte d'intérieur à Dubaï, et puis il m'a contacté. Il m'a dit, voilà, je suis dans l'urgence absolue, il faut que je rentre dans ma maison dans 3 jours, et il y a tout à refaire. Donc c'était une villa, 3 chambres ou 4 chambres. Donc c'était mon plus gros challenge. Je me suis lancé un challenge et j'ai dit, dans 3 jours, je te livre ta maison. On va travailler jour et nuit, je vais mettre toutes mes équipes là-bas, et dans 3 jours, je retire tout. Donc il fallait faire toutes les déposes, des revêtements muraux décoratifs, etc. Et de tout refaire, peinture inclus. Et j'ai relevé le challenge. Et le client était super content. Donc ça, je pense que c'est un des projets, et c'était il y a longtemps maintenant, mais c'est un des projets qui... Voilà. Bon, après, je me suis calmée un petit peu parce que là, on a beaucoup plus de volume, donc c'est beaucoup plus difficile pour moi de mettre toutes mes équipes sur un seul projet. Voilà. Une autre question. En tant que femme à Dubaï, oui. Parce que, bon, aussi, on entend, tu sais, oui. que les femmes sont...
Comment tu te sens? Non, alors honnêtement, pas du tout. Je me sens comme en Europe. Je me sens comme quand j'étais en France. La femme est valorisée ici à Dubaï. Les métiers qui sont exercés par des femmes est très valorisé ici également. On a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise ou dirigeantes ou présidentes de telle ou telle compagnie. Non, ce métier-là, franchement, il est valorisé. Moi, je me sens pas du tout... Alors, certes... C'est difficile dans mon métier parce que j'ai affaire à, comme je te le disais, à une trentaine d'ouvriers. Donc, je suis quelqu'un d'assez directif, donc ça va. Mais si je mets pas de... Voilà, c'est compliqué pour... voilà. Donc, j'ai su me faire respecter, on va dire. Et clairement, je pense qu'ils pensent que je m'appelle Mounir. Ouais. Non, mais c'est ça. Donc voilà, ils me considèrent vraiment. Et limite, on ne demande pas à mon assistant ou à mon chef de chantier. On passe par moi et donc j'ai su instaurer ce climat dans la compagnie et j'ai dû faire mes preuves et leur montrer qu'il fallait. Donc voilà. Bah, je vais répondre à ta question. Hein. C'est la passion. C'est parce que tu es quelqu'un de passionné. Et je le vis au jour le jour puisqu'on se parle beaucoup par téléphone. Aujourd'hui, clairement, on passe par toi pour tous nos investisseurs puisqu'on te fait confiance et surtout, on a des vrais résultats aussi. Aujourd'hui, c'est très simple. On a une livraison d'appartement, on te contacte. Donc le processus, il est très simple. Hein. C'est-à-dire qu'on anticipe la remise des clés. Le client t'a déjà contacté. Tu as déjà fait un devis, d'accord? Donc, en fonction des plans ou en fonction d'une vidéo ou de photos ou si tu es passé, tu prends un acompte, tu réalises le chantier, c'est ça. Tu donnes une date de livraison et nous, on le met tout de suite en location ou long terme ou Airbnb. C'est vrai qu'en ce moment, le Airbnb... Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est toi qui es passé par là, mais le Airbnb, franchement, cartonne. La saison, il fait beaucoup aussi, mais c'est vrai que le design d'intérieur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, mais je pense que c'est ça où tu voulais y venir, à l'agence de gestion locative Hello BNB. C'est très important le design d'intérieur parce qu'aujourd'hui, je te donne un exemple tout bête, quand nous on part en vacances, la première chose qu'on fait c'est regarder notre hôtel. Quand on regarde notre hôtel, on va tout de suite regarder les photos de la chambre et c'est la chambre, l'hôtel qui va faire en sorte qu'on va booker tel ou tel hôtel. Donc c'est la même chose dans le design. Aujourd'hui, quand on va en vacances et qu'on veut louer un appartement Airbnb, on va aller voir l'appartement qui est le plus attractif et donc le design joue le rôle principal dans ce choix-là. Donc oui. Alors, une autre question qui n'est pas prévue dans ma petite liste de questions, mais que j'ai envie de te poser, c'est suite à une conversion qu'on a eue hier au téléphone, où tu étais en total craquage, d'accord? Tu étais au bout de ta vie, puisque bon, je peux comprendre que c'est très difficile aujourd'hui d'être entrepreneur à Dubaï. Je le vis aussi, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de tension. C'est beaucoup de passion. C'est ça. Mais voilà, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui comment toi, tu te sens en tant qu'entrepreneur ici à Dubaï. Quels sont tes challenges? Comment tu le vis? Alors, je le vis bien parce que je vois que mon entreprise est une vraie réussite aujourd'hui. Et d'un autre côté, je me dis, voilà, tous les investissements et l'énergie que j'y mets, il n'y a pas d'issue possible. C'est normal que je donne tellement de ma personne, tellement que c'est une suite logique. Mais après, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Je me remets sans cesse en question, mais je pense que ça doit être le cas pour toi aussi parce que tu es dans la même situation. Tu es aujourd'hui à la tête d'une agence immobilière d'une trentaine d'agents immobiliers. Donc, je pense qu'on se ressemble à ce niveau-là. C'est pas tous les jours facile et il y a toujours des remises en question, des moments où on veut tout lâcher. Heureusement pour moi, j'arrive vite à me reprendre. Et pourquoi? Parce que je fais ça par passion et que c'est un métier que je fais. J'ai tendance, alors je pense que c'est l'axe sur lequel il faut que je m'améliore encore aujourd'hui, parce que même si mon entreprise va très bien, j'estime qu'on ne cesse jamais d'évoluer et de grandir. L'axe sur lequel il faut que je m'améliore, c'est que je tiens beaucoup les choses à cœur. Mais je le fais aussi par passion. Je tiens les choses à cœur et ce qui fait qu'aujourd'hui, le moindre petit problème... Et c'est pour ça que je suis dans que tu m'as eu au téléphone et qu'hier ça allait pas du tout, mais 10 minutes plus tard tout allait bien. Donc j'ai besoin aussi de ça pour pouvoir avancer et me battre et continuer de grandir, parce que moi mon but c'est vraiment de faire grandir cette entreprise et tous mes employés avec. Alors moi je t'ai vu rigoler, t'énerver, pleurer, je t'ai vu dans toutes les situations possibles et franchement, je vois que tu prends les choses à cœur et ça fait plaisir en tout cas de travailler avec des gens que tu comprends, puisque du coup, moi, je vis un petit peu des fois la même chose.
Et c'est bien qu'on s'échange quelquefois nos expériences personnelles. Bien sûr. Et moi, j'aime beaucoup échanger avec toi parce que c'est vrai qu'on s'apporte mutuellement de rien de la force. Et franchement, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, personnellement, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Alors, tu sais, moi, hier, j'ai posté une petite photo et j'ai demandé un peu aux gens, voilà, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos questions, en gros, que vous avez à nous poser, que ce soit à Mounia ou à moi. Alors, les premières questions... c'était concernant les bureaux. Oui. Donc, il voulait qu'on nous raconte un petit peu l'histoire des bureaux. D'accord ? Donc, alors, c'est très marrant l'histoire des bureaux. J'étais dans mes autres locaux. Je ne savais pas encore que j'allais prendre les bureaux. Donc, au moment... Alors, moi, déjà, je te préviens, comme d'hab. Bon, peut-être qu'il va se passer quelque chose, Mounia. Quelques jours avant, hein. Quelques jours avant. Attends, c'est pas sûr, c'est sûr, c'est pas sûr. Boum, je te rappelle, c'est bon, Mounia, faut qu'on y aille. J'ai 15 jours. Voilà. Oui, je m'en souviens. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Je me suis dit, il est fort. Il est fort. Voilà. On va dire, je crois que tu fais partie des projets les plus compliqués ici à Dubaï. Oula. Non, c'est ceux que j'apprécie faire, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que en termes de délai, mais t'es pas le seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas un seul client qui m'appelle et qui me dit, on a complètement le temps, on peut faire ça quand tu auras du temps sur ton planning. Parce qu'il faut savoir que mes plannings sont full sur minimum 3 mois. Mais les clients sont toujours pressés. Et Mounir, le premier. Ouais. donc ouais, je me souviens très très bien quand tu m'as appelé. Et puis moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi, que je voulais absolument faire. C'était un projet qui me tenait, comme je te disais, qui me tenait à cœur. Donc j'ai tout de suite accepté et j'ai relevé le challenge. Ah oui, mais totalement. Franchement, nos clients, dès qu'ils viennent dans nos bureaux, d'ailleurs, là où on est, ça a été fait par toi, hein, clairement. Donc chaque design, chaque couleur a été pensé par toi. Et nos clients sont très contents. Je vois, et puis ça fait vivre les lieux. Avant, c'est vrai que quand je venais à tes bureaux, il y avait beaucoup moins de monde. J'ai l'impression que tes agents immobiliers aimaient bien aller faire leur rendez-vous. Et là, ils aiment rester dans les locaux. Exactement. On sent qu'il y a cette parce que c'est beaucoup plus chaleureux. C'était le but, qu'on rende cet aspect, cet espace très chaleureux où on se sent comme à la maison. Tu te souviens ? C'est ce qu'on s'était dit. C'était un petit peu le... Alors, ça. Pour moi, franchement, ça a été en termes de délai, en termes de design, puisqu'on est parti de rien. Hein. Oui, complètement. On est parti vraiment de rien, on a tout démoli et on a tout refait. Donc là, ça a été vraiment, on va dire, une vraie réussite. Bon, on a une autre réussite sur un autre, du coup, de mes appartements, parce que après, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec tes clients, mais moi, quand je vis les choses, du coup, voilà. Le dernier, en date, celui-là, ça a été une pépite, mais aussi une grosse galère. J'ai eu, franchement, 4 mois. On avait prévu un petit peu moins, parce qu'encore une fois, c'est bien de dire tout. Oui, non, mais on dit les choses, c'est vrai. Un petit peu moins. Alors, attention, c'était pas c'était pas à cause de toi. Hein. C'est parce qu'il y a eu des choses, il s'est passé des événements. Des autorisations. Alors, justement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se serve de cet appartement-là pour expliquer un petit peu toute la procédure, en fait, qui peut se passer du début, vraiment, jusqu'à la fin. Ouais. Comme ça, les gens, en tout cas qui souhaitent faire du design, peuvent comprendre. Donc là, on n'est pas dans juste du design. Hein. Là, on était dans de la rénovation. C'est ça. Donc c'est différent. Et puis, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je ne fais pas que du design d'intérieur. Je fais également aussi beaucoup de rénovation. Là, la tendance, avant, je faisais 80% de design, 20% de rénovation. Aujourd'hui, la tendance a évolué. Je suis quasiment à 50, voire même 60% d'appartements en rénovation, parce que, comme on le disait tout à l'heure, le marché du secondaire a évolué aussi. Donc oui, la difficulté aujourd'hui, c'est pas une difficulté, mais c'est un process, une procédure classique ici à Dubaï. Dès qu'on a l'intention de soit rénover un appartement ou faire le design, on est obligé de demander ce qu'on appelle un working permit. Ce working permit, en fonction des buildings et de leur management, le temps de traitement peut varier entre 1 semaine jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Et c'était le cas, par exemple, pour ton appartement à Downtown, où là, je crois que ça a mis quasiment un mois et demi. Ah non, mais ça n'a pas mis, rappelle-toi. On n'a jamais eu le final. On a eu le NOC. On a eu un NOC, mais il manquait un autre document qu'on n'a, je crois, jamais eu. Qu'on n'a jamais eu et qu'on a dû faire... Voilà. Et comme la plupart font ici aussi. Et on est obligé de... Alors, mes équipes sont très filous. On est obligé à Dubaï parce que
la sécurité, c'est juste un calvaire au quotidien. Je gère à peu près entre 10 et 12 chantiers en simultané. Donc imagine, entre 10 et 12 chantiers, chaque équipe qui arrive à la sécurité, où c'est souvent des communautés, des buildings, des appartements, c'est une catastrophe à chaque fois. Donc on est obligé de passer par le parking. Et pourtant, on suit les procédures, c'est-à-dire qu'on a ce moving permis, on a ce working permis. Mais voilà, c'est comme ça ici à Dubaï. C'est assez compliqué. Ils sont bêtes et disciplinés. Ils suivent la procédure. Et il suffit qu'ils n'aient pas quelque chose dans leur système ou qu'ils ne l'ont pas encore reçu. Ils ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Et voilà, ils refusent à mes équipes de... Et puis, il faut savoir que par exemple, je te donne l'exemple des Indiens pakistanais ici à Dubaï qui sont pour souvent dans les buildings pour des postes de sécurité. Ils sont très méprisants les uns les autres. C'est marrant, mais pourtant, ils sont pour la plupart du temps de la même communauté. Ils sont très méprisants et ils ne les aident pas. Au contraire, c'est chacun pour soi. Et moi, mes équipes, ils sont négligés à chaque fois qu'ils arrivent. Donc, je suis obligée d'intervenir. Mon chef de chantier est obligé d'intervenir, etc. Donc, ça, c'est compliqué parce que dans notre travail, ça nous fait perdre énormément de temps. Et ça a été le cas pour le tien et t'en as été témoin. Donc, le premier step, c'est vraiment demander ce working permit. Exactement. Donc, working permit, une fois qu'on a notre working permit, on a la possibilité. Donc, c'est en fait l'autorisation qui est donnée par le management du building à ma compagnie qui a été désignée par le client pour s'occuper de la rénovation et des designs. Donc, on est obligé de préciser si on fait des modifications, si on va déplacer les arrivées d'eau, les évacuations, si on fait une dépose des sols. Enfin, il y a un certain nombre une liste qui s'appelle le scope of work on doit détailler l'intégralité des travaux qu'on va réaliser dans l'appartement. Et ensuite, ça passe par, il nous faut l'approval, donc il nous faut cette autorisation du management pour pouvoir commencer les travaux. D'ailleurs, nous, rappelle-toi, on avait mis que le carrelage parce qu'on voulait aller vite. Voilà, c'est ça. Donc, très souvent, on est obligé de contourner un petit peu la règle, je vais dire, contourner la règle, et on précise pas forcément qu'on va... on refait la salle de bain sans dire que forcément, on va peut-être déplacer le toilette de 15 cm, parce que là, il faudrait, dans la procédure, le déclarer. Et là, ça part à Dubai Municipality, des autorisations beaucoup plus compliquées, qui mettront plus de temps, etc. Donc voilà, on est obligé parfois d'agir comme ça. Ok, donc très bien. Donc du coup, on présente ces documents-là pour avoir le working permit. Une fois qu'on a ça, donc du coup, là, tu as accès au bâtiment. C'est ça. Après, en termes d'horaire, comment ça se passe ? Alors, les horaires, en règle générale, donc ça varie en fonction des buildings. En règle générale, c'est 8h, 17h, 8h, 18h. Ça, tout dépend selon les buildings. Voilà. Mais après, on peut toujours pousser parce que mes équipes aiment bien travailler. Enfin, voilà, en général, ils arrivent plutôt vers 9h et arrivent à pousser jusqu'à 18h30, 19h, le temps de nettoyer le chantier et de repartir avant de revenir le lendemain. Chez Emar, en tout cas, parce que moi j'ai eu l'exemple, c'est de 8h à 17h, mais on pouvait faire du bruit que de 10 à 13 c'est ça. Et de 15 à 17. C'est ça. Donc c'est, et puis ça, c'est propre à chacun des buildings. C'est jamais la même chose. Il y en a où on peut faire on voit de tout ici à Dubaï. Et c'est vrai que c'est à chaque fois, mais même entre les buildings et Emar, même pourtant c'est le même promoteur, on n'a pas forcément à chaque fois les mêmes horaires à respecter. Donc ça, c'est contraignant pour nos équipes. On perd énormément de temps parce qu'il y a parfois des procédures qui sont pour moi inutiles en soi. Donc bon, mais on est obligé de faire avec. Voilà, si on veut mener à bien nos projets, on est obligé de faire avec. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut encore faire des opérations d'achat-revente en passant par de la rénovation ? Bien sûr. Bien sûr. Là, beaucoup de mes investisseurs, c'est ce qu'ils font. Ils achètent, c'est des opérations achat-revente. Ils achètent, ils rénovent et ils revendent avec une belle plus-value. J'ai beaucoup de clients comme ça. Là où encore, avant d'arriver, j'ai un de mes clients sur lequel je suis à peine en train de travailler. Je n'ai pas encore livré ses projets. Je livre dans 15 jours 2 appartements sur JVC dans le même building qu'il a acheté. C'est ça, voilà, lui, il s'est spécialisé dans le marchand de biens. Et donc, je suis en train de réaliser la rénovation de ces 2 appartements dans lesquels je mets des saunas, des jacuzzis, que je termine dans 2 semaines. Il m'a déjà appelé aujourd'hui pour me dire « J'ai racheté un autre appartement, donc est-ce que tu peux le commencer quand tu auras fini ces 2-là » Donc voilà, j'ai beaucoup d'investisseurs comme ça et le marché secondaire, il ne faut absolument pas le négliger. Il y a de très, très belles plus-values à réaliser. Alors, quelques questions très importantes. La première, en termes de prix, oui. D'accord,
Est-ce qu'il y a un prix moyen pour un studio, pour une chambre, un 2 chambres? Oui, il y a un prix moyen. Après, je serais capable de donner un prix moyen pour des projets qui sont destinés à la gestion locative. Donc des appartements qu'on réalise pour de la location court terme, style Airbnb, etc. Donc ça, oui, naturellement, parce qu'on va utiliser les mêmes matériaux. Donc on va situer pour un studio, un one bedroom, on sera sur les mêmes prix. Pourquoi? Parce que le studio, je le transforme en one bedroom. Je délimite les espaces pour créer un espace de vie avec un canapé et une chambre, avec une séparation que je fais naturellement avec des tasseaux de bois, une vitre, une verrière, voilà. Et on va situer autour de 30 000 dirhams. Autour de 30. Donc dans les 8 000 € à peu près. C'est ça. Et puis ensuite, à chaque fois, donc 2 bedrooms, on va être autour de 40 000, 35 40 000 dirhams. Et ainsi de suite. 3 bedrooms, on est un peu plus cher parce que les espaces sont plus importants. Les tables à dîner, par exemple, c'est plus des tables de 2 personnes, mais des tables de 6 personnes. Donc voilà, naturellement, le prix s'adapte en fonction de la superficie. Donc toi, aujourd'hui, alors, tu l'as dit, hein, tu es capable de travailler sur tout type de projet. C'est ça. Donc autant pour la gestion que du produit d'installation. C'est ça. Donc tu étudies un peu donc, les besoins de la personne. C'est ça. Et là, tu vas déterminer, tu fais un plan 3D, comment ça se passe? Alors, en règle générale, donc je propose 2 options à mes clients. La première, c'est de faire une réalisation 3D, mais qui prend un peu plus de temps parce que la modélisation 3D prend forcément du temps. Mais si c'est un projet qui n'est pas livré tout de suite, on a largement le temps et j'aime bien le faire. Comme ça, les choses sont conformes à la 3D. D'ailleurs, que je propose les réalisations 3D en réalité virtuelle, donc avec le casque Oculus dans lequel on met le casque, on a l'impression vraiment d'y être. Donc on peut aller visiter le lieu, mettre le casque Oculus et s'y croire comme si... voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième option, le client a la possibilité de me dire « Non, je n'ai pas besoin de 3D, je te fais totalement confiance ». Juste un mood board. Donc un mood board, c'est des photos d'inspiration, de style que je vais réaliser dans l'appartement qui sont superposées sur une seule page par pièce et qui tout de suite te projettent dans l'appartement. Donc c'est aussi parlant qu'une 3D. Honnêtement, moi j'aime bien le conseiller aussi à mes clients. C'est beaucoup plus facile à réaliser, c'est beaucoup plus rapide à réaliser. Donc voilà, je propose ces 2 options-là. Et ensuite le client choisit. Et comme je te le disais tout à l'heure, franchement, quasiment 80, voire même je dirais 90% de mes clients décident de me faire confiance. Et puis ensuite, ils découvrent l'appartement surprise le jour de la livraison. Ça, c'est vraiment pour les clients où c'est de la gestion des appartements pour la location, bien entendu. Après, les clients où c'est pour leur chez-soi, là, c'est un petit peu différent. Donc là, je préfère et alors, c'est pas je le recommande, je l'impose limite aux clients de réaliser une 3D. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, en termes... j'ai 2 questions. En termes de délai, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai parlé avec toi, je t'ai payé, Oui. c'est-à-dire que je sais que tu as aujourd'hui carrément une liste d'attente, Oui. ton calendrier est bien rempli, donc il va se passer combien de temps entre le moment où tu vas... Alors, la procédure normale, je prends contact avec les clients, j'évalue les besoins du client. Ensuite, j'envoie une estimation, plus ou moins 5% en fonction selon les critères du client. Je valide le budget. Une fois que le budget est validé, là, on bloque les dates. Donc, le versement de l'acompte, du premier paiement, du dépôt, valide les dates définitivement. Ça veut dire que moi, je m'engage à commencer l'appartement à telle date et à le livrer avant telle date. Okay. Et à partir de ce moment-là, on a cette plage de délai pour travailler sur les designs. En règle générale, comme je te le disais tout à l'heure, mes plannings officiellement sont full sur 3 mois. Donc là, par exemple, si tu me demandes une date pour un projet, c'est minimum début février. Maintenant, j'ai toujours la possibilité, en fonction de la localisation, comme j'ai beaucoup de projets un petit peu partout à Dubaï, on a la possibilité de rajouter tel ou tel projet sur le planning, dans la mesure du possible. En tout cas, je fais en sorte de le faire pour faire plaisir à mes clients également. Donc, et puis, c'est souvent le cas avec tes clients, où là, je limite pas le choix. Ouais. Bah oui, mais surtout que là, on est en saison haute. Les gens, ils veulent profiter du mois de décembre qui est très fort. Exactement. Ils veulent avoir ce 31 décembre en Airbnb. C'est ça. Mais si j'ai des exigences très particulières par le client et où il faut absolument livrer sous un délai d'1 mois, j'arrive toujours à proposer une solution à mes clients. Encore une fois, le but, c'est vraiment de répondre à pas refuser de contrat. Vraiment, mon but, c'est vraiment de faire plaisir à tout le monde et de mener à bien tous les projets, que tous les clients soient contents. Bah alors, aujourd'hui, tu as une 30aine d'employés. C'est ça. Tout se passe très bien. Oui. Quelle est la suite ?
Et ben, la suite, c'est que j'aimerais que l'entreprise continue de grandir. Première année, on a dû faire une vingtaine de projets. Deuxième année, on est à 80. Et puis là, on arrive à notre 128e projet. Cette année, on prévoit d'aller jusqu'à peut-être même 250 projets d'ici fin d'année 2024. Donc, je continue et je ne cesse de recruter tous les jours. Après, je prends beaucoup de temps parce que le recrutement est très important et qu'encore une fois, on en parlait tout à l'heure, les compétences, la maîtrise du métier, c'est compliqué à trouver ici et donc je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me permettre de me tromper parce que déjà, derrière, c'est ma crédibilité et ma responsabilité vis-à-vis de mes clients. Ok, voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup Mounia de d'avoir accepté cette invitation. C'est avec plaisir. On ne te voit pas beaucoup sur les réseaux. Et ouais, c'est vrai que c'est pas parce que je veux pas, c'est que j'ai pas forcément le temps. Alors, en tout cas, heureusement que tu postes du coup tes projets, que tu postes toutes tes réalisations. Et franchement, c'est toujours bien de voir l'avant-après. C'est toujours un petit peu kiffant de se dire ok, c'était comme ça avant, c'est comme ça pendant, ça s'est fini comme ça. C'est ça. Incroyable. Et j'aime bien poster d'ailleurs les galères. Je ne montre pas que les belles choses du métier. Je montre aussi toutes les fois où j'ai souvent, très souvent même, des galères, un peu même tous les jours. Et c'est important parce qu'on vit dans le monde réel. Hein. Il faut pas se voiler la face. On rencontre tous des difficultés. Et j'aime bien aussi le montrer à ma communauté qui est très active parce qu'ils aiment beaucoup la décoration, voilà. Donc voilà, donc je vous invite tous à me suivre du coup sur les réseaux sociaux. J'essaye de montrer un petit peu le suivi de tous mes projets et les avant-après, dont les appartements de Mounir. Merci Mounia. De rien. Ciao, ciao. Merci.